Merci beaucoup. Donc nous vous invitons à reprendre ces échanges sur une thématique qui nous a semblé vraiment importante de traiter dans le cadre de cet après-midi, consacré au déploiement des CHU sur leur territoire. C'est la relation entre les centres hospitaliers universitaires et la médecine de ville. Vous allez le voir, on va bénéficier là lors de cette table ronde de la présentation de 3 dispositifs très différents. Un dispositif où le CHU s'est totalement développé en matière d'offres de premier recours dans un territoire marseillais particulièrement marqué par des problématiques sociales et de démographie médicale péjorative. Et donc c'est vraiment une expérimentation importante que porte l'assistance publique hôpitaux de Marseille et qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui parce qu'elle est originale et ça peut peut-être demain servir d'exemple. En tout cas, on sera très intéressé par cette présentation. En deuxième parcours, l'importance de la régulation, bien sûr, de la demande de soins, avec la présentation du service d'accès aux soins qui est porté actuellement par le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui s'inscrit dans un dispositif national d'expérimentation de ce qu'on appelle le SAS. Le SAS, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où tous les appels, les besoins de médecins, d'orientation médicale arrivent et qui ensuite sont régulés par de la médecine hospitalière et de la médecine libérale dans un même lieu pour ensuite orienter le patient au bon endroit. Donc là, on est vraiment sur une régulation ville-hôpital des parcours et que vont nous présenter du coup les équipes de Metz-Thionville. Et puis toujours sur du parcours ville-hôpital, on va avoir la présentation d'un dispositif très intéressant sur la conciliation médicamenteuse pour les personnes âgées. De quoi s'agit-il? Et vous allez nous le présenter avec beaucoup de détails et d'explications. C'est vraiment un dispositif très intéressant. C'est une plateforme qui permet à des pharmaciens d'officine, à des pharmaciens hospitaliers de partager l'information sur les traitements médicamenteux du patient pour maîtriser le risque dans les parcours patients, qui est un des leviers très importants d'un parcours patient réussi entre la ville et l'hôpital. Donc la diversité de ces dispositifs, pour nous, ça illustre en fait pourquoi on vous parle aujourd'hui de la ville, pourquoi des CHU aujourd'hui viennent vous parler de l'importance pour eux du développement de liens avec la médecine de ville. Accessoirement, juste avant, on a parlé d'innovation, de données de santé, de protocoles de recherche, de cohortes européennes. C'est bien sûr la mission des CHU. C'est moins intuitif de se dire que des CHU peuvent avoir pour mission également de développer une offre de premier recours et pourtant c'est ce qu'on est amené à faire aujourd'hui. Dans un contexte alors qu'on peut caractériser de différentes façons, mais qui nous a semblé important d'illustrer aujourd'hui. On a plusieurs enjeux qui font que les CHU aujourd'hui, dans leur projet d'établissement, dans leur dispositif, promeuvent ces liens ville-hôpital. On a d'abord des enjeux impératifs de qualité de sécurité des soins. Les associations de patients aujourd'hui sont de plus en plus importantes. La Haute Autorité de Santé nous met un certain nombre de recommandations et ce qui est normal qu'il convient de suivre. Et parmi ces enjeux de qualité et sécurité des soins, il y a comment on sécurise le parcours des patients entre la ville, entre leur médecin traitant, entre le spécialiste, entre l'infirmière libérale. Et ces enjeux-là de sécurisation des parcours qu'on sait aujourd'hui mieux traiter via des outils de RCP, de téléexpertise, de partage de données d'information, sont pour nous un moteur important vraiment du développement des liens entre ce qu'on appelle la ville, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels libéraux qui sont amenés à prendre en charge un patient, et l'hôpital, en l'occurrence le CHU. Le deuxième élément de contexte, bien sûr, c'est les problématiques de démographie médicale qu'on rencontre aujourd'hui à l'hôpital, y compris en CHU. Ça peut surprendre, mais pourtant c'est le cas. Et qu'on rencontre à l'hôpital en général, et qu'on rencontre également en ville. Et avec des problématiques comme ça de démographie médicale, ce qu'on doit traiter, c'est le parcours du patient pour qu'il soit en face du bon professionnel au bon moment de son parcours. Ça nous incite tous à travailler nos parcours et nos liens avec la médecine de ville. Et les professionnels libéraux également infirmiers. Et puis le troisième levier, il est fort, c'est tous les outils que déploie pour nous la puissance publique pour nous amener un peu quand même à mieux travailler ensemble entre les CHU et la ville. On a différents leviers, on a des leviers de structuration de l'offre de ville. On a plusieurs fois parlé cet après-midi de ce qu'on appelle les CPTS, les communautés des professionnels de santé du territoire. Qu'est-ce que c'est? C'est des libéraux, tous ensemble, quel que soit leur métier, qui décident de se structurer dans le cadre d'une association loi 1901, qui bénéficient de financement de la part de l'assurance maladie et de l'ARS pour remplir des missions de santé publique et qui, dès lors, se constituent pour remplir des missions de santé publique, ce qui, au-delà de leur mission propre de professionnels libéraux. On a d'autres dispositifs qu'a déployé la puissance publique pour nous inviter à travailler plus ensemble, ce qu'on appelle les dispositifs article 51,
issus de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui nous permettent, à nous, hôpital, mais aussi à tous les professionnels de ville, de bénéficier de financement au forfait pour des parcours spécifiques et qui nous amènent à réfléchir ensemble à ces parcours et à aller négocier également ces forfaits dans le cadre de collaborations multiples. On a d'autres expérimentations, le SAS, vous allez nous le présenter, et ça c'est sûr que c'est extrêmement structurant hein, dans la coopération ville-hôpital et les parcours des patients. On en a encore d'autres, un plus récent, qui est la réforme du statut du praticien hospitalier. Qu'est-ce qu'elle prévoit cette réforme? Elle prévoit désormais que vous pouvez être praticien hospitalier des hôpitaux et en même temps avoir une activité réduite qui vous permette d'avoir une activité en ville. Alors, soit dans une structure de plateau technique privé ou en qualité libérale, dans cette idée de retrouver ce qu'on a connu, alors pas moi, mais ce qu'ont connu nos prédécesseurs il y a plus d'un siècle, c'est-à-dire en fait des médecins qui avaient leur cabinet en ville et qui étaient également présents à l'hôpital au niveau du service d'hospitalisation et du plateau technique. L'ensemble de ces éléments, conjugués bien sûr à la crise sanitaire Covid qui nous a de fait amené à beaucoup plus travailler avec la ville, nécessité faisant loi, hein, on s'est tous redécouverts au niveau de nos territoires de santé. Ça nous amène aujourd'hui à vous proposer cette thématique. Je ne sais pas si elle aurait été présentée il y a 10 ans. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un projet d'établissement de CHU qui ne parle pas du lien ville-hôpital. Et quasiment, j'en parlais avec les responsables de la commission territoire de la présidence des commissions de CME. Il n'y a pas une CME aujourd'hui qui n'a pas sa sous-commission ville-hôpital. Donc on voit que c'est vraiment une thématique pour nous, CHU, extrêmement importante. Voilà, j'étais un peu long pour cette introduction, mais c'était important pour moi de vous dresser quelques éléments de contexte. Et donc, je me permets tout de suite de passer la parole à François Crémieux, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, et au docteur Rotilly, qui est le médecin coordonnateur de ce qui semble être cette très belle structure de centre de santé implantée dans l'un des quartiers spécifiques de Marseille. Je vous remercie pour avoir accepté de participer aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonjour, je vais donc d'abord vous remercier d'être présent, de nous avoir invités à venir ici partager cette expérience du centre de santé universitaire. Peut-être rappeler en fait comment ça s'est créé, c'est-à-dire qu'en 2016, il y avait une grande crise sur Marseille qui a fait venir, je dirais, des premiers ministres et qui a créé en fait un pacte de cohésion sociale sur l'aspect sécurité, sur l'aspect éducation et sur l'aspect santé. Et en fait, la PHM a voulu répondre à cette demande-là. Pour présenter très brièvement le tableau, dans le 15e arrondissement où nous nous situons, dans les quartiers nord de la ville, on a des taux de pauvreté très importants, 45% de la population est dans la pauvreté, plus de 25% de chômage, des indicateurs de santé qui sont catastrophiques, on est entre 20 et 40% de surmortalité pour la plupart des pathologies, 25% pour la mortalité prématurée, et il y a des domaines, par exemple sur la mortalité infantile, on est à plus 60% par rapport à la moyenne de la ville, voire 80% ou 100% pour le sida ou la grippe. Donc on a des indicateurs extrêmement détériorés, et de l'autre côté, on a quoi? On a une offre de soins extrêmement faible. C'est-à-dire si on prend les taux de médecins généralistes, on est à 70 pour 100 000 versus 112-110 pour 100 000 dans les autres quartiers. Pour les spécialistes, c'est la même chose. Et quand on regarde le taux d'activité des médecins généralistes dans ces quartiers-là, on est pratiquement à 60% de plus. C'est-à-dire que les médecins généralistes sont peu présents et en plus, ils travaillent énormément. Et au-delà de cet aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que travailler avec des personnes en situation de grande précarité, c'est des consultations plus longues, c'est des consultations plus inclusives, c'est des consultations qui demandent plus de temps et plus de qualification et de formation. Et donc, quand je suis rentré dans ce centre il y a 5 ans pour se relever ce défi, je crois qu'on était très heureux de participer avec un CHU. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a pas d'expérience similaire. On a des centres de santé qui sont souvent issus de mutuelles, de collectivités. Là, on avait la chance, je dirais, d'être en contact et d'échanger, je dirais, sur le plan culturel aussi, avec nos confrères spécialistes des CHU. Et le venir dans un centre qui aujourd'hui regroupe 12 personnes, dont 3 médecins généralistes qui viennent de ville et bientôt un 4e, également une diététicienne, une psychologue, une médiatrice en santé qui joue un rôle très important, un infirmier, une infirmière coordinatrice. Tout ce monde, je dirais, travaille en pluriprofessionnel, et on a la chance d'avoir avec le CHU des spécialistes qui viennent des services de spécialité, par exemple en pneumologie, en cardiologie, en endocrinologie, en neuropédiatrie, sur les troubles du développement qui sont fréquents dans notre secteur. Et c'est un échange de culture non seulement pour offrir des soins de qualité à la population qui en a besoin, mais également
tous les spécialistes qui viennent sont ravis de venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils découvrent ou redécouvrent la ville, et pour nous, c'est vraiment un gros plus. Et c'est une différence par rapport à d'autres centres de santé, alors comme je le disais, de collectivités territoriales ou maisons de santé, de libéraux. Non que l'un soit meilleur que l'autre, mais c'est une diversité. Et je pense qu'en termes de formation pour les étudiants, de passer par cette étape-là avant d'aller travailler en ville, en particulier dans des centres de santé ou maisons de santé, puisque la plupart des jeunes médecins veulent aujourd'hui, pour l'essentiel, travailler en centre de santé ou en maison de santé. Donc c'est un passage, je pense, intéressant, dans lequel il y a pu y avoir de l'enseignement. On accueille des externes, des internes bientôt, de la recherche. On a des programmes de recherche sur l'obésité infantile ou sur la médiation en santé, sur la précarité aux urgences. Donc il y a plein de travaux que nous menons, et je pense que c'est grâce au CHU, qu'on peut mener cela, et c'est vraiment, en tant que médecin en tout cas, une grande originalité. Et éventuellement, pour apporter quelques compléments à ce que vient de vous présenter le docteur Rotilly, en précisant que lui a monté la structure et la dirige depuis un certain temps maintenant, et que moi je viens d'arriver à Marseille, donc c'était mieux qu'il intervienne en premier et que je rebondisse en deuxième. Je dirais moins de bêtises, ou plus de bêtises que lui, pardon. Peut-être deux remarques. La première, c'est que vous avez compris que la situation marseillaise, elle est caricaturale en termes de fracture territoriale, de répartition des pauvres et des riches, d'accès aux soins, etc. Quand je dis qu'elle est caricaturale, c'est que pour arriver de la région parisienne, il n'y a encore pas très longtemps, on a souvent à Paris des références autour du 93, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire que l'écart à la moyenne entre les quartiers sud et les quartiers nord, en termes de précarité sociale, d'emploi, d'accès aux soins, etc., est caricatural à Marseille, comme je crois à peu près nulle part ailleurs en France. On en parle beaucoup des quartiers nord, on en parle souvent sous l'angle de la violence et de l'insécurité, mais en fait la violence et l'insécurité, c'est le haut de d'un iceberg derrière lequel l'ensemble de la précarité sociale est vraiment concentré dans des quartiers dans lesquels il n'y a pas de RER, pas de transport, difficile d'en partir, très peu de structures sociales, etc. Donc c'est une situation qui est vraiment caricaturale, et dans une certaine mesure, ça nous a aidés. Pardon du cynisme du propos, mais il pourrait y avoir un débat après ce que vient de dire le professeur Rotilly, c'est à quel titre est-ce que le CHU le fait, pourquoi le CHU et pas d'autres, et finalement pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là on se fait pas engueuler comme partout ailleurs sur le fait que c'est pas à l'hôpital de le faire, c'est pas au CHU de le faire, c'est aux libéraux de s'organiser. Et on aurait pu entendre de la part de l'ARS, laisser la CPTS se monter progressivement, laisser le cabinet de groupe arriver, laisser une structure à horaire élargie faire le boulot, etc. Oui, sauf que la situation est à ce point caricaturale et à ce point difficile que quand on a dit qu'on allait prendre, il n'y a pas grand monde qui nous ait dit non. En plus, on est au sort. Alors d'une part, ça avait démarré avant la crise, et la crise a été un révélateur incroyable. C'est également l'endroit dans lequel on a le moins vacciné, le moins dépisté, et les réanimations et les chambres mortuaires étaient remplies de gens qui venaient des quartiers nord. Donc c'est terrible de le dire comme ça et devant une caméra, etc. Mais à un moment, il faut qu'on se projette devant la réalité et que l'on accepte de voir le fait que dans les réanimations à Marseille, en dehors des personnes très âgées, c'était des pauvres des quartiers nord. Et donc l'un plus l'autre a fait que quand le CHU a dit « on va faire », et bien finalement, il n'y a pas eu grand monde pour nous en empêcher. Et donc d'une part, il y avait une histoire, il y avait des militants, il y avait des gens engagés. Et quand on a dit l'espace santé, on va le développer, on va en faire un centre de santé en bonne et due forme. Au début, c'était supposé être impossible pour plein de raisons, notamment des raisons internes du côté de l'hôpital. Le trésorier n'était pas d'accord, c'était pas conforme à la comptabilité, etc. Puis à un moment, on a dit on y va. Et puis finalement, on a réussi à monter un truc un peu alambiqué avec un budget annexe qui n'était pas fait pour faire du centre de santé. On a finalement fait du centre de santé avec. Et aujourd'hui, on a un centre de santé qui facture à l'acte, à l'assurance maladie. Et c'est l'hôpital qui est payé à l'acte pour ce que le centre de santé fait. D'autre part, on bénéficie des rémunérations complémentaires sur objectifs de santé publique. On bénéficie des enjeux et de la rémunération sur, vous savez, quand les généralistes dans les centres de santé tiennent un certain nombre d'objectifs de santé publique, on est rémunéré pour. Ça permet également d'aller toucher la petite subvention de l'ARS qui nous permet, je l'espère, d'équilibrer le centre de santé. Et donc l'objectif va être de démontrer que les CHU sont capables de porter des centres de santé à l'équilibre. C'est-à-dire à l'équilibre financier. Je pense que si dans un an, la PHM revient en disant qu'on a un déficit de 200 000, même si par rapport au reste du déficit de la PHM, ça pourrait faire sourire, mais on risque de tuer l'objet et de tuer le principe. Donc l'objectif, c'est un centre de santé rattaché à un CHU qui démontre sa pérennité financière, qui facture à l'acte, mais qui en contrepartie de la facturation à l'acte bénéficie de l'ensemble des rémunérations auxquelles ont droit les centres de santé. On a adhéré à la Fédération nationale des centres de santé, on en est maintenant membre, on bénéficie de leur culture, de leur échange, etc. Et l'objectif, et je m'en arrête là, c'est d'ouvrir un centre de santé par an
dans les quartiers nord de Marseille pendant les 3 ou les 4 prochaines années. Et l'idée, c'est pas d'en mettre partout et c'est pas d'être les seuls à répondre aux besoins de santé de premier recours, c'est d'avoir quelques îlots de services publics de premier recours qui permettent autour à la médecine libérale de venir s'y raccrocher. Parce qu'aujourd'hui, un médecin libéral tout seul, et même à 3, viendra pas s'installer au pied des Égalades, là où vous êtes, parce que même à 3, la vie il y est compliquée, l'été, l'hiver, pendant les vacances, etc. Par contre, si vous avez des centres de santé avec plutôt une quinzaine de personnes et le CHU qui garantit la pérennité 24/24, alors autour, les libéraux vont revenir. Et je m'arrête en disant que l'un des travaux de conviction a consisté à dire, notamment à l'URPS, laissez-nous installer quelques plots de services publics de premier recours et laissez-nous ensuite vous accueillir, vous libéraux, avec vos règles du jeu, etc. Et le fait qu'on soit physiquement présent dans ces quartiers-là fait que vous pourrez venir vous y installer plus facilement. Voilà, rendez-vous dans quelques 6 mois pour confirmer si on a réussi à ouvrir un deuxième centre de santé ou pas. Et puis mon dernier point, c'est que tout ça a été rendu possible parce qu'à mon arrivée, en plus de l'histoire, à mon arrivée à Marseille, l'objectif politique de le faire m'a été donné très clairement par l'ensemble des responsables politiques de Marseille, qu'ils soient de gauche et à la ville, plutôt de droite à la métropole et à la région. Il y avait un consensus sur le fait que le débat de savoir qui devait faire était clos et qu'il fallait faire vite. Et donc merci à l'équipe d'une douzaine de personnes qui portent ce projet. Merci beaucoup, messieurs. Je vais me permettre 2 questions complémentaires. Je voulais savoir, donc on a compris le modèle financier, mais je voulais savoir si pour ce faire, vous bénéficiez aussi de financement de la municipalité, de l'ARS, un fonds FIR ou autre. Et je voulais savoir aussi comment, au regard du désert quand même médical que vous décrivez, et dont on a bien conscience qu'il est réel, vous gérez les files d'attente de patients. Puisqu'on imagine que quand même le besoin de soins est vraiment immense pour une population que vous avez décrite, souvent très jeune, donc souvent sans médecin traitant dans ce que j'ai compris. Donc voilà, je voulais savoir comment vous gériez ça, qui est, j'imagine, une des clés de succès aussi pour l'avenir, puisqu'il est important que ce ne soit pas embolisé pour montrer que ça marche, quoi. Sur le premier point, en fait, il y a des financements aussi par projet. C'est-à-dire qu'on, par exemple, sur l'obésité infantile, on a sollicité la Fondation de France, on sollicite aussi l'assurance maladie, l'Agence régionale de santé. Il y a des projets de recherche qui sont financés par, on a un PREPS qui est financé par la Direction générale des soins. Donc il y a ce volet-là. La deuxième question, c'était sur la file d'attente. Alors la file d'attente, c'est vrai que déjà on est en train de monter en charge, c'est-à-dire que j'étais seul, après on était 2, là on est 3 et là on va être 4 très bientôt. Donc ça c'est déjà un premier point. Après, on a une organisation aussi pour répondre le plus possible aux demandes, c'est-à-dire en fait beaucoup de téléconsultations téléphoniques qui peuvent initier. Ça peut être un tri aussi qui peut renvoyer vers les urgences hospitalières justement. Ça peut être aussi par exemple quand on a des soucis justement sur des patients graves d'accélérer, je dirais, dans les services de spécialité. Ça c'est une chose aussi. On a beaucoup de liens avec le service des urgences. Là aussi, de plus en plus, ils essaient de nous adresser des patients en post-urgence pour éviter que ces patients reviennent aux urgences. Parce qu'on sait que une des clés, je dirais, de la réadmission aux urgences, c'est souvent la précarité. Pourquoi? Parce qu'elle est mal prise en compte dans les urgences et en sortie des urgences par une mauvaise préparation et un mauvais accompagnement. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on fait. Et on le fait aussi en collaboration avec d'autres centres de santé parce que à nous tout seuls, on n'est pas capable de répondre à tout ça. On est une pierre et on travaille avec les autres centres de santé et les médecins libéraux, la CPTS aussi, pour répondre à ça. On a des actions qui ne sont pas de l'urgence, sur le diabète gestationnel où on travaille. Je pourrais en reparler si vous souhaitez plus tard. Très rapidement sur les questions financières qui sont importantes. Donc aujourd'hui, on est aidé autant qu'on peut, comme les autres. Mais aujourd'hui, toute structure qui s'installe dans les quartiers nord est aidée par, encore une fois, la ville, la métropole, le département, la région. Tout le monde est prêt à aider parce qu'il y a un vrai enjeu. Et donc on bénéficie des aides, mais au même titre que si 4 généralistes décidaient de s'installer à cet endroit-là. L'objectif, c'est de se sevrer des aides le plus rapidement possible. Et donc, je le dis régulièrement à l'équipe, si on ne démontre pas qu'on peut avoir une médecine de premier recours qui est pérenne financièrement, alors on a un problème structurel. Donc, de 2 choses l'une, soit c'est qu'on est sous-financé, et enfin, il faut qu'on remonte au créneau et qu'on obtienne un financement qui soit à la hauteur des coûts, soit on coûte trop cher. Et je veux insister sur le deuxième point, est-ce qu'on coûte trop cher ou pas? Parce que ça, en fait, c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il n'en a l'air. Si demain, tous ceux qui travaillent au centre de santé sont des PH 12e échelon, avec une activité de consultation modeste et une activité de liaison importante.
on n'arrivera pas à le financer. Parce que le modèle économique des soins de premier recours, il ne prévoit pas des salaires de péage 12e échelon qui font peu de consultations le matin et qui l'après-midi font des trucs passionnants, de la recherche, mais qui font pas d'activité de soins. Donc il va falloir qu'on trouve l'équilibre entre d'une part des anciens titulaires correctement payés et peut-être des plus jeunes un peu plus de passage. Il faut qu'on trouve un équilibre, un peu plus de passage dans leur carrière. Il faut qu'on trouve un équilibre entre ceux qui vont faire beaucoup de consultations, voire beaucoup d'actes, parce que par ailleurs ils sont nécessaires, des actes d'échographie, des actes de consulte et qui vont permettre de contribuer à l'équilibre économique de la structure, et ceux qui vont faire plus du service public, du aller vers, de la relation. Mais il faut qu'on traite de cette question du modèle économique jusqu'au bout, soit pour aligner les justes coûts à la hauteur des dépenses pour lesquels on est financé, soit il faut qu'on fasse bouger le modèle économique en argumentant qu'un centre de santé dans les quartiers nord, à Marseille ou ailleurs, ça nécessite d'être mieux financé. Sinon, on aura, et je m'arrête là, ce qui est en train de se passer, a priori c'est en train de bouger un peu autour des centres de santé de la Croix-Rouge, qui sont une reprise de centres de santé qui appartenaient à la Croix-Rouge par des structures qui sont des gens, je le dis, je devrais même pas le préciser, mais par ailleurs sympas, avec lesquels on a des bonnes relations à plein d'endroits, etc., mais qui sont l'incarnation de la financiarisation de la médecine de premier recours. Et donc il faut d'une part qu'on résiste, et d'autre part qu'on démontre le modèle alternatif. Juste rajouter un tout petit point. Un autre élément aussi, c'est la diversité, comment dire. On travaille avec les urgences, par exemple, ou le service de médecine pénitentiaire, qui en fait ont envie aussi, certains PH, de venir faire des consultations et d'avoir des échanges. Donc c'est un intérêt aussi à l'intérieur des PH de pouvoir faire de la médecine dans le CHU, mais peut-être autrement. Voilà, tout simplement. Est-ce que je peux rebondir juste sur l'aspect financier qu'évoquait François? Moi, je pense que c'est la vraie raison d'être de la responsabilité populationnelle. Dès lors qu'on aura des enveloppes financières qui sont calculées sur la base du nombre de patients, enfin du nombre de personnes potentiellement concernées, intégrant les données de santé réelles de cette population, et que l'évolution est basée sur l'évolution des indicateurs de santé, on aura retrouvé un modèle économique possible pour cette typologie d'activité. Mais encore faut-il que tous les acteurs de santé d'un territoire partagent cette responsabilité populationnelle. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'urgence, ça me fait la transition rêvée vers le service d'accès aux soins. Donc je vais passer la parole du coup au docteur François Braun, chef du pôle des urgences du CHR de Metz-Thionville et par ailleurs quand même responsable de SAMU Urgences de France, je me permets. Et puis bien sûr à Madame Saillard, directrice générale du CHR. On a 2 diapositives que je vais faire passer. Merci. Et puis effectivement, merci pour la transition avec le sujet des urgences. Donc le service d'accès aux soins, le SAS, est un des outils de réponse aux besoins de santé de la population. Et un outil de réponse qui se veut coordonné, on va le détailler, mais qui répond à des besoins à la phase la plus aiguë, c'est-à-dire à ces fameux besoins urgents. Alors si on se reprojette quelques années maintenant en arrière, on est en été 2019, il y a une crise des services d'urgence. Vous allez me dire comme tous les étés, bah oui, comme tous les étés, puis ça s'arrange pas forcément. Et à l'issue de cette crise, il y a un travail avec le ministère de la Santé, c'était Madame Buzyn à l'époque, sur le pacte de refondation des urgences. Le problème des urgences, il est multiple. Il est l'amont des urgences, c'est-à-dire des personnes qui viennent et qui pourraient être prises en charge ailleurs. Il est l'organisation des services d'urgence, il ne faut pas se le masquer. Et il est aussi l'aval des urgences que vous connaissez par cœur. Concernant l'amont des services d'urgence, il est décidé de mettre en place ce service d'accès aux soins qui est finalement l'évolution de la régulation médicale des SAMU. C'est un petit peu la modernisation de cette régulation médicale, considérant que avant de vous déplacer, appelez, c'est-à-dire que si vous avez un problème de santé aigu, eh bien, on vous donne la possibilité d'avoir une réponse immédiate. On oublie trop souvent en France, on parle beaucoup des déserts médicaux, on oublie que si vous faites le 15, n'importe où vous êtes, à n'importe quelle heure, vous avez un médecin au téléphone en moins d'1 minute. C'est quand même quelque chose qu'il faut toujours mettre sur la table. Donc le principe du SAS, c'est quoi? C'est vous avez un problème de santé que vous considérez comme urgent. Je rappelle que la définition de l'urgence, elle n'est pas donnée a posteriori. Une fois qu'on a vu les gens en disant c'était une crise d'angoisse, c'est pas un infarctus. La définition de l'urgence, c'est l'apparition brutale d'un symptôme qui vous inquiète ou qui inquiète votre entourage et qui vous fait penser qu'un avis médical est urgent.
fois qu'on a dit ça, ça regroupe énormément de choses et en fonction des caractéristiques socio-économiques de la population, on fait le grand écart entre des pathologies très différentes. Donc considérez-vous que vous avez un problème urgent, votre médecin traitant n'est pas joignable, eh bien on vous fournit une porte d'entrée unique, une espèce de guichet unique pour accéder à tout ce qui peut répondre à ce besoin de santé urgent après régulation médicale. Donc c'est donc le déploiement des SAS, avec 22 sites pilotes qui ont été mis en place il y a un peu plus d'un an. Lyon est d'ailleurs site pilote aussi et fonctionne très très bien. 22 sites pilotes qui sont amenés là maintenant, après une première évaluation, à se généraliser sur l'ensemble des départements. On ne va pas entrer dans les détails précis, je pourrais répondre à des questions. Le principe est par le biais d'un numéro ou de plusieurs numéros, peu importe, on n'est pas dans la bataille des numéros d'urgence, on utilise les numéros que les gens connaissent, et par ces numéros, on arrive sur un point d'entrée unique, qui est un décroché par un assistant de régulation médicale, professionnel, formé à ce métier, et qui va, comme vous le voyez sur le schéma, orienter votre appel vers la filière de soins la plus adaptée à cette prise en charge. Qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui sur la base des sites pilotes? Bien entendu, partout, vous avez la réponse du SAMU, c'est indispensable, de l'aide médicale urgente, une réponse de soins non programmés avec une régulation médicale faite par des médecins généralistes au sein du SAS, sur les plateformes de régulation à l'intérieur de l'hôpital. Et Madame Saillard vous parlera de cette convention entre l'hôpital et la médecine générale. La psychiatrie commence à se développer un petit peu partout, avec des infirmières psychiatriques, bientôt également des IPA en psychiatrie, qui peuvent réorienter vers des structures hospitalières ou libérales. Le centre antipoison pour ceux qui en ont un, par exemple Bordeaux a intégré dès le départ le centre antipoison à son SAS. Et puis commence à se développer le médico-social et tout ce qui pourrait s'apparenter aussi aux plateformes médicales d'appui à échelle départementale, comme Poitiers qui l'a intégré au niveau de son SAS pilote. Donc la réponse qui est apportée, c'est une réponse hospitalière lorsqu'elle est nécessaire, mais c'est en grande majorité une réponse de médecine libérale, ce qui sous-entend une organisation derrière de la médecine libérale et donc un lien très très fort avec les CPTS, dont une des missions est d'assurer la continuité des soins H24. Donc c'est plus à ce niveau-là, s'il faut être tout à fait honnête, que ça pêche un peu actuellement. L'avenant 9, signé par nos collègues libéraux, ne répond pas complètement aux besoins. Et si les régulations médicales sont fonctionnelles à peu près partout au niveau des SAS, l'effection est encore très déficitaire et doit être améliorée, même si on arrive à avancer. Ça, c'est la partie régulation médicale, effection du SAS. Et puis tout en bas, là, vous voyez la plateforme numérique du service d'accès aux soins, qui est une plateforme qui est développée par le ministère de la Santé, qui est amenée à colliger l'ensemble des plages disponibles sur les consultations que gèrent nos collègues généralistes sur Doctolib, sur Keldoc, sur Maya, etc. Donc agréger tout ça pour pouvoir donner des disponibilités aux médecins régulateurs généralistes du SAS pour pouvoir proposer des rendez-vous aux patients plutôt que de les faire se diriger vers l'hôpital. On est toujours et de plus en plus vers une régulation médicale pour éviter que des personnes se rendent au service des urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs et à peu près de la même façon, voire certainement bien mieux. Cette plateforme au départ était prévue pour être accessible directement aux patients. Pour l'instant, c'est un peu mis en sommeil et on est sur une plateforme qui est accessible uniquement au SAS. Alors très rapidement sur le SAS 57, quelques résultats. Une augmentation du nombre d'appels de l'ordre de 20%, un petit peu plus de 20%, sans qu'on ait fait la moindre publicité. Alors c'est un peu difficile de faire la part des choses quand même, puisqu'avec la crise, l'issue de la crise, les messages en début de crise appelés le 15, qui sont restés bien ancrés dans la population et qui font confiance à cette structure. Donc augmentation de 20%, pour autant, pas d'augmentation de fréquentation dans les services d'urgence du département. Alors ce n'est pas un indicateur qui est fiable à 100%, mais on se rend quand même compte que ça a un petit effet. Et puis si on regarde les activités, 60% des appels qui arrivent sont dirigés vers la médecine générale, 40% vers l'aide médicale urgente. Sur les appels dirigés vers la médecine générale, nos collègues généralistes fournissent 60% de conseils. Donc potentiellement des gens qui se seraient dirigés vers le service d'urgence s'ils n'avaient pas d'autres solutions. Donc quelque chose de pour l'instant très positif qui amène le ministère à lancer le déploiement des SAS sur l'ensemble du territoire national. Merci docteur. Alors c'est vrai que dans ce dispositif en phase pilote, puisqu'on est toujours en phase pilote, la question s'est posée de savoir comment on s'y prenait, et en particulier comment on assure la couverture juridique du dispositif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a sur les pilotes qui sont en cours un certain nombre de solutions qui ne sont pas harmonisées. Chacun a construit sa solution.
Et nous sommes partis sur le 57, sur la constitution d'une convention, je dirais, dans un mode finalement assez classique. Hein. Alors en revanche, on a fait le choix de ne pas être sur quelque chose de la hête. On est allé tout de suite, d'emblée. Je crois qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui... J'irai pas jusqu'à dire on va appliquer un copyright sur la convention, hein, mais on nous la demande, hein, cette convention, donc on nous la demande beaucoup. On a fait vraiment un très très gros boulot d'investigation des différentes situations possibles, parce que on met en présence deux acteurs qui sont dans tous les champs de leurs responsabilités, dans des situations qui sont historiquement très différentes, et qu'on amène à travailler ensemble et à partager ensemble, d'une certaine manière, cette fameuse responsabilité. Donc on a vraiment travaillé un support conventionnel qui est très abouti aujourd'hui. Alors c'est vrai aussi qu'on a travaillé avec un acteur qui est un acteur qu'on connaît historiquement, hein. L'association, la DPS avec laquelle on travaille, c'est une association avec laquelle vous travaillez depuis 1993. Voilà, et qui se trouve être elle-même le support de la fameuse CPTS dont vous parliez tout à l'heure. Et donc on a là un acteur avec lequel on parle dans des conditions qui sont d'ailleurs, je dirais de temps en temps assez bruyantes, hein, mais qui est un acteur qu'on connaît bien et avec lequel on parle depuis très très longtemps. Donc ça veut dire qu'on a monté une marche aussi effectivement dans cette discussion. Alors aujourd'hui, on a en particulier travaillé donc sur le copilotage, je le disais, j'y reviens pas, sur l'infrastructure du CHR en gestion de projet, en locaux partagés, et on a focalisé en particulier sur les questions de responsabilité. Avec l'idée générale étant qu'on a un partage complet, avec un poids majoritaire qui est à chaque fois accordé à celui qui devra supporter la responsabilité juridique in fine. Et ça, c'est une discussion, je le dis parce que c'est vraiment une discussion qui est compliquée, parce qu'on a tendance à l'éluder. Voilà. Donc l'idée générale, ça a été de dire on ne l'éludera pas, on y va tout de suite. Et si on doit avoir des discussions difficiles, on les a maintenant, on les a tout de suite, voilà, en phase pilote, de sorte à ce qu'au moment de la signature définitive, ça soit derrière nous. Alors par exemple, je vais prendre un exemple, hein, c'est-à-dire si demain on doit faire des travaux chez Monsieur Braun, voilà, qui est-ce qui arrête au final si on n'est pas d'accord? Alors si on est d'accord, tout va toujours bien. Hein. Si on n'est pas d'accord, qui est-ce qui a le dernier mot sur finalement qu'est-ce qu'on arrêtera chez Monsieur Braun? Voilà. Hein. Alors, Madame Sayard, pardonnez-moi, j'ai un petit rappel derrière vous sur notre chrono qui tourne. je vais très vite. Donc sur les enjeux, vous disiez répondre à l'objectif. Et on parlait effectivement des écueils, je crois que c'est important de le dire, François Braun l'a dit, c'est comment ça peut suivre derrière, il faut que ça suive derrière. Donc c'est effectivement là-dessus qu'on est aujourd'hui un petit peu gêné aujourd'hui, parce qu'on a la sensation que nos effecteurs derrière ne sont pas tous au rendez-vous. On a des questions aussi autour de l'hébergement des données, c'est un vrai sujet ça. On a des questions autour de la sécurisation, de la réponse au fameux RGPD, hein, bien connu. On a des questions autour de la permanence des soins aussi, hein, c'est donc questions qui ne sont pas abouties. Et puis on l'a évoqué aujourd'hui, vous l'avez abordé, hein, comment on passe du niveau départemental au niveau supradépartemental, c'est-à-dire comment on incorpore aujourd'hui, alors sur la psychiatrie pour nous c'est engagé, mais comment on va aujourd'hui vers l'intégration d'autres disciplines. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors c'est vrai que dans le cadre de la commission stratégie de la conférence des DG, on a eu l'occasion de faire une enquête associant les 22 SAS expérimentateurs auxquels vous avez fait référence. Pilote, pardonnez-moi, pilote et expérimentateur. Et très sincèrement, c'est souvent le témoignage d'une collaboration de plus en plus réussie entre médecins hospitaliers et médecine de ville. Mais pour le moment, on achoppe quasiment partout sur accès à des créneaux pour des rendez-vous, voilà, pour de l'offre de soins non programmés chez les libéraux, on le sait. Vous l'avez évoqué, il y a la question de la rémunération, mais ce n'est probablement pas la seule question à se poser. En tout cas, c'est un point sur lequel on va être amené à progresser, en tout cas on l'espère dans les prochains mois, pour que
in fine, le patient qui appelle et qui a certains besoins de rendez-vous qui ne relèvent pas de l'hôpital, mais d'un rendez-vous avec un médecin généraliste, ait vraiment accès à un rendez-vous dans les bons créneaux. Si je puis me permettre, juste en rebond sur ce que vous venez de dire, je crois que quelque part, la médecine de ville, elle a un vrai enjeu là. Hein. Je pense qu'elle a quelque chose à saisir et il faut qu'elle le saisisse. Enfin, c'est voilà. Une vraie opportunité. Ce sera un enjeu partagé pour nous aussi, on sera peut-être le levier. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, nous passons sur l'expérimentation menée au niveau du Maine-et-Loire sur cette très belle expérimentation d'outils sur la conciliation médicamenteuse entre la ville et l'hôpital, avec l'intervention du coup de Madame Spicer, je me suis pas trompée, pharmacienne, maître de conférence, et puis de Madame Jacqueline Gimont-Pré, directrice générale du CHU d'Angers. Je vous laisse la parole et je vous donne la zapette. Merci beaucoup. Donc les enjeux épidémiologiques en lien avec le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de patients âgés polymédiqués renforcent les enjeux du parcours de santé des patients et ça nécessite la coordination des différents professionnels de santé, mais également la transmission sécurisée d'informations pertinentes entre ces acteurs et d'informations du patient. La prise en charge médicamenteuse dans ce parcours est un enjeu majeur puisque l'iatrogénie médicamenteuse est un élément important et est très élevé chez ces patients et qu'une partie non négligeable est évitable. Et qu'on sait également que les points de transition d'une hospitalisation, que sont l'entrée, la sortie ou le transfert, sont particulièrement à risque pour ces patients. Les activités de pharmacie clinique qui peuvent être développées par les établissements hospitaliers et par les pharmaciens d'officine s'inscrivent dans cette démarche de pouvoir prévenir, détecter et corriger ces erreurs médicamenteuses et lutte de manière efficace contre cette iatrogénie médicamenteuse. Au regard de l'ensemble de ces constats, les pharmaciens du GHT 49 ont élaboré et mis en œuvre une expérimentation, un projet qu'on a intitulé Partage GHT 49 avec 3 objectifs différents et complémentaires. Tout d'abord, d'optimiser le lien ville-hôpital sur la prise en charge médicamenteuse des patients, mais également de pouvoir sécuriser ces échanges de données de santé, qui est aussi un enjeu majeur. Et enfin, de pouvoir développer et d'harmoniser les activités territoriales de pharmacie clinique. Alors, pour vous redire rapidement comment se déroule le processus, lorsqu'un patient âgé polymédiqué est hospitalisé dans un établissement du GHT, le pharmacien hospitalier va réaliser un bilan médicamenteux à l'entrée et pour cela, il va solliciter le pharmacien d'officine via la plateforme Hospiville, qui est notre plateforme socle de données de santé et qui est une plateforme sécurisée auquel le pharmacien va se connecter soit par sa carte CPS, soit par sa messagerie sécurisée. Il va ainsi pouvoir transmettre les prescriptions au pharmacien hospitalier qui va alors réaliser la conciliation à l'entrée. Et puis au cours du séjour du patient, le pharmacien hospitalier avec l'équipe médicale va veiller à l'optimisation de la prise en charge thérapeutique du patient et préparer en fin d'hospitalisation la conciliation de sortie pour le patient en reprenant l'ensemble des modifications qui sont intervenues sur le traitement et en apportant une justification à l'ensemble de ces modifications. Et le pharmacien hospitalier va pouvoir transmettre ces données au pharmacien d'officine, toujours de manière sécurisée. Et le pharmacien va pouvoir réaliser une dispensation adaptée de la prescription de sortie et apporter les conseils nécessaires aux patients en lien avec ces modifications. Et ces données sont également transmises au médecin traitant du patient. Dans le parcours, les pharmaciens d'officine peuvent poursuivre le dispositif et réaliser ce qu'on appelle un bilan partagé de médication avec différents entretiens auprès du patient pour assurer la continuité de cette prise en charge médicamenteuse et ça se fait conjointement avec le médecin traitant.
Dans le dispositif, nous avons également prévu que les patients ne sortent pas forcément toujours vers leur domicile, mais peuvent être transférés vers un autre établissement de santé de notre territoire. Et dans ce cas-là, les données sont immédiatement transmises aux pharmaciens dans l'établissement d'aval qui continuera la prise en charge du patient dans le dispositif. Pour les résultats et perspectives, donc sur une durée de 14 mois, déjà 2403 patients ont pu bénéficier du dispositif partage. 6 établissements hospitaliers de notre GHT participent de manière active avec, vous voyez, un nombre d'inclusions qui est très variable, mais qui est en lien avec la taille des établissements, avec l'avancée dans les activités de pharmacie clinique et puis aussi le moment où ils se sont engagés dans le processus. Et sur le territoire, on a un nombre très important de pharmaciens d'officine qui participent de manière active, puisqu'on en a 194 sur nos 234 qui participent vraiment de manière active dans le dispositif. Si on fait un focus sur des données plus de sécurité en lien avec la conciliation médicamenteuse, le service de gériatrie du CHU d'Angers a inclus 1186 patients dans le dispositif. Et ce que l'on peut voir, c'est que par la conciliation d'entrée, les pharmaciens hospitaliers ont permis la détection et la correction d'au moins une divergence non intentionnelle, donc c'est-à-dire d'au moins une erreur médicamenteuse, pour 54,8% des patients en entrée d'hospitalisation et pour 39,8% des patients sur la prescription de sortie d'hospitalisation. Nous avons également réalisé une enquête auprès de 100 pharmaciens d'officine qui participent au dispositif et ce que nous révèle cette enquête, c'est une nette amélioration du lien ville-hôpital pour les pharmaciens, mais également dans la prise en charge médicamenteuse, et ça c'est un enjeu majeur pour nous, par l'amélioration des sorties d'hospitalisation qui se voient facilitées, et également par les conseils qui peuvent être fournis aux patients à sa sortie d'hospitalisation sur ces modifications de traitement. Et puis sur la réalisation des bilans partagés de médication qui commencent aussi à être plus importants dans les officines sur le territoire. Et puis une donnée aussi très importante, c'est sur le lien interprofessionnel où les pharmaciens, plus d'un pharmacien sur deux estime qu'il y a une amélioration nette de la communication avec les médecins traitants, mais également avec le réseau de soins infirmiers à qui les pharmaciens vont transmettre ces données de sortie d'hospitalisation. Notre objectif est également par l'expérimentation de produire des indicateurs sur un nombre important de patients à l'échelle d'un territoire. Et ainsi, nous avons récolté des données chez 1050 patients. Ça représente une période d'inclusion de 6 mois. Et nous souhaitons pouvoir, à partir de ces données récoltées, produire des indicateurs sur les taux de réhospitalisation, mais également sur la diminution de la prescription des médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé, et puis produire d'autres indicateurs économiques, notamment sur les coûts de traitement. Donc, nous souhaitons pouvoir pérenniser ce dispositif partage au regard de l'activité, et puis nous l'espérons en produisant des indicateurs qui seront positifs. Et puis, on a une forte pression d'extension dans les Pays de la Loire, notamment au niveau de nos départements limitrophes, que sont la Sarthe et la Mayenne, qui souhaiteraient pouvoir partager le dispositif avec nous et qu'on devienne plus régional. Et puis, pour terminer, on a des liens étroits avec la CPAM depuis le début de l'expérimentation. Et très récemment, notre dispositif a été intégré au Prado personnes âgées, donc qui gère le retour à domicile des patients âgés fragiles. Et les pharmaciens hospitaliers et officinaux contribuent par partage dans ce dispositif pour sécuriser le retour à domicile de ces patients sur le plan de leur traitement. Et enfin, nous souhaitons également travailler avec Hospiville et avec la CPAM sur la e-prescription, puisque le Maine-et-Loire est terre d'expérimentation pour la e-prescription. Et on voit bien que c'est un enjeu aussi important pour nous pour sécuriser encore plus la conciliation médicamenteuse et optimiser en termes de temps cette conciliation médicamenteuse.
Voilà, donc je vous remercie. Je tiens à remercier Jean-Louis Lafille, qui est le coordonnateur de ce projet et qui contribue énormément à sa réussite. Et puis, vous avez un petit QR code avec un film qu'on a réalisé sur le dispositif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Spesser. Donc, qu'est-ce qui a intéressé le CHU d'Angers finalement dans cette expérimentation qui lui était proposée par les pharmaciens? La première chose, c'est que tous ces pharmaciens, ils appartiennent à un GHT et ils avaient passé les 2 premières années de la vie du GHT à faire des marchés publics. Donc d'une part, voilà, ils avaient envie de passer à autre chose et on était en plein GHT bashing partout dans le monde des pharmaciens, mais chez les collègues, chez les élus locaux, parce que les seules choses qui étaient perceptibles et visibles dans le fonctionnement des GHT, c'était de la superstructure administrative, voire de la complexification, puisque on avait des tout petits établissements qui s'approvisionnaient en médicaments dans la pharmacie d'officine sans se poser de questions et qu'il fallait passer par un marché public. Et donc le fait qu'ils nous proposent un projet qui revienne au cœur de la valeur ajoutée du GHT, qui est bien de créer des structures de soins et d'amélioration de la prise en charge des patients, la pharmacie clinique, ça nous a paru très intéressant. La deuxième chose qui nous a intéressé, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire le fait de pouvoir travailler sur le parcours complet de santé du patient et pas seulement sur ce qui se passe à l'intérieur des murs de notre établissement. La troisième chose, c'est qu'ils avaient trouvé un pharmacien de ville comme coordonnateur du projet et que ça nous a paru, c'était un gage de succès pour nous. Et d'ailleurs, voilà, le taux de 83% de participation des pharmacies d'officine du département montre bien que ça a porté ses fruits malgré le caractère très jeune de l'expérimentation. Et donc, comme on était convaincus, eh bien, il a fallu qu'on aille chercher de l'argent, puisque l'Agence régionale de santé avait bien lancé un appel à projet pharmacie clinique, mais elle avait oublié les GHT. Donc, elle avait financé des expériences individuelles, certainement très intéressantes, mais qui n'étaient pas un levier pour cette coopération naissante. Donc, on a dû aller la convaincre et on a obtenu une enveloppe expérimentale, mais non pérenne, qui nous permet de financer le temps du chef de projet et l'abonnement à la plateforme, puisque la plateforme, elle est produite par une entreprise rennaise, donc il y a un abonnement à payer et on a obtenu le financement de cet abonnement. Donc, sur la base des résultats, et c'est aussi notre rôle de CHU que d'aller plus loin, de faire de l'évaluation et de démontrer l'intérêt de ce type d'expérimentation, on espère pouvoir convaincre l'Agence régionale de santé, mais bon, pourquoi pas l'État dans le cadre d'un article 51 aussi, hein, ou encore de la responsabilité populationnelle si on arrive enfin à travailler sérieusement sur le sujet, de l'intérêt de ce travail-là et la pression amicale que nous mettent effectivement les 2 départements voisins. Il faut avoir conscience que à Angers, on a 75% de patients qui viennent de nos départements et on a 20% de patients qui viennent des 2 départements mitoyens qui n'ont pas de CHU et qui ont des hôpitaux plus fragiles. Et donc c'est très important forcément pour les médecins qui sont implantés dans ces départements de bénéficier des mêmes protocoles que ceux qui sont conduits dans le Maine-et-Loire. Donc on espère que tous ensemble on va arriver à une généralisation, au moins une pérennisation de ce dispositif. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup madame. Je confirme que j'ai eu la chance, grâce à vous, monsieur, de regarder le film, qui est très pédagogique, très bien fait. On comprend tout de suite à quoi ça sert, quel est l'enjeu en termes de sécurisation des parcours patients. Enfin, on a un très beau témoignage de pharmacienne d'officine qui montre que c'est facile. Et en fait, ça semble tellement évident qu'on... Voilà, j'appelle également, je trouvais l'idée excellente. Donc on va vite aller voir aussi notre ARS pour dire que quand même, il y a des outils concrets qui existent aujourd'hui, qui certainement n'ont pas un énorme coût et qui permettent de faire de la vraie qualité de sécurisation des parcours. Ce que vous indiquiez là comme indicateur sur, en gros, le nombre d'erreurs iatrogéniques évitées est quand même énorme par rapport à des publics âgés qui sont particulièrement sensibles. Donc je pense que c'est cette très belle réalisation avec des outils simples, peu coûteux et qui permettent tout simplement de mieux partager des données de santé indispensables à la santé des patients, où qu'ils soient pris en charge, que ce soit en ville, dans des quartiers difficiles, que ce soit
soit à l'hôpital, que ce soit en EHPAD ou que ce soit encore dans d'autres structures. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Merci aux 3 établissements qui ont accepté de venir nous présenter aujourd'hui ces dispositifs. Vous avez vu, c'est des dispositifs très différents, mais qui tous témoignent vraiment d'un intérêt fort, enfin plus que d'un intérêt, d'une implantation forte des CHU dans leur ville, qui est leur premier territoire et en lien avec les professionnels libéraux. On n'a pas du tout respecté le temps, mais néanmoins, est-ce qu'on fait une question ou pas? Oui, on avait des orateurs particulièrement passionnants. On s'arrête là? Bon. Merci et merci beaucoup à vous. Merci. Et avant que vous partiez, je voudrais quand même remercier la commission stratégie de la conférence des directeurs généraux de CHU et tous ses membres, ainsi que la commission territoire de la présidence de la conférence des présidents de CME de CHU, qui ont conçu cet après-midi sur le territoire, et puis en particulier Clément Tribalo, Bergamote Dupeigne et puis Laurent Gépasso, qui ont été les animateurs des tables rondes. Donc merci à tous les collègues qui se sont mobilisés pour cet après-midi et à tous nos témoins qui se sont prêtés au jeu. Merci à tous.